Bonsoir à tous, bienvenue sur C8 pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, je poursuis la lecture de La femme de 30 ans. C'est un roman d'Honoré de Balzac. J'en étais toujours au premier chapitre qui s'intitule Première faute. J'en étais à un passage, c'était une discussion entre Julie et son amie Louisa, Madame de Wimphen. Et je vais donc poursuivre cette lecture et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci. Il y eut un moment de silence, pendant lequel les pensées des deux amis se portèrent sur la cause secrète de cette situation. « J'ai été bien cruellement obéie », reprit Julie en lançant un regard d'intelligence à Louisa. Cependant, je ne lui avais pas interdit de m'écrire. Ah, il m'a oubliée. Et a eu raison. Il ne serait pas trop funeste que sa destinée fût brisée. N'est-ce pas assez de la mienne? Croirais-tu, ma chère, que je lis les journaux anglais dans le seul espoir de voir son nom imprimé? Eh bien, il n'a pas encore paru à la Chambre des Lords. Tu sais donc l'anglais? Je ne te l'ai pas dit, je l'ai appris. Pauvre petite, s'écria Louisa en saisissant la main de Julie. Mais comment peux-tu vivre encore? Ceci est un secret, répondit la marquise en laissant échapper un geste de naïveté presque enfantine. Écoute. Je prends de l'opium. L'histoire de la duchesse de... à Londres. Elle m'en a donné et elle m'en a donné l'idée. Tu sais, Mathurin, on a fait un roman. Mes gouttes de laudanum sont très faibles. Je dors. Je n'ai guère que 7 heures de veille. Et je les donne à ma fille. Louisa regarda le feu, sans oser contempler son amie dont toutes les misères se développaient à ses yeux pour la première fois. « Louisa, garde-moi le secret », dit Julie après un moment de silence. Tout à coup, un valet apporta une lettre à la marquise. « Ah !» s'écria-t-elle en pâlissant. « Je ne demanderai pas de qui ?» lui dit Madame de Wimphen. La marquise lisait et n'entendait plus rien. Son amie vit les sentiments les plus actifs. L'exaltation la plus dangereuse se peindre sur le visage de Madame d'Aiglemont, qui rougissait et pâlissait tour à tour. Enfin, Julie jeta le papier dans le feu. Cette lettre est incendiaire. Mon cœur m'étouffe. Elle se leva, marcha, ses yeux brûlaient. Il n'a pas quitté Paris, s'écria-t-elle. Son discours saccadé, que Madame de Wimphen n'osa pas interrompre, fut scandé par des pauses effrayantes. À chaque interruption, les phrases étaient prononcées d'un accent de plus en plus profond. Les derniers mots eurent quelque chose de terrible. Il n'a pas cessé de me voir à mon insu. Un de mes regards surpris chaque jour l'aide à vivre. Tu ne sais pas, Louisa? Il meurt et demande à me dire adieu. Il sait que mon mari s'est absenté ce soir pour plusieurs jours et va venir dans un moment. J'y périrai, je suis perdue. Écoute, reste avec moi. Devant 2 femmes, il n'osera pas. Demeure, je me crains. Mais mon mari sait que j'ai dîné chez toi, répondit Madame de Wimphen, et doit venir me chercher. Eh bien, avant ton départ, je l'aurais renvoyé. Je serai notre bourreau à tous deux. Hélas, il croira que je ne l'aime plus. Et cette lettre, ma chère, elle contenait des phrases que je voyais écrites en traits de feu. Une voiture roula sous la porte. « Ah !» s'écria la marquise avec une sorte de joie. « Il vient publiquement et sans mystère. »« Lord Grenville !» cria le valet. La marquise resta debout, immobile. En voyant Arthur, pâle, maigre et hâve, il n'y avait plus de sévérité possible. Quoique Lord Grenville fût violemment contrarié de ne pas trouver Julie seule, il parut calme et froid. Mais pour ces 2 femmes, initiées au mystère de l'amour, sa contenance, le son de sa voix, l'expression de ses regards,
eurent un peu de la puissance attribuée à la torpille. La marquise et Madame de Wimpfen restèrent comme engourdies par la vive communication d'une douleur horrible. Le son de la voix de Lord Grenville faisait palpiter si cruellement Madame d'Aiglemont qu'elle n'osait lui répondre de peur de lui révéler l'étendue du pouvoir qu'il exerçait sur elle. Lord Grenville n'osait regarder Julie, en sorte que Madame de Wimpfen fit presque à elle seule les frais d'une conversation sans intérêt, lui jetant un regard empreint d'une touchante reconnaissance. Julie la remercia du secours qu'elle lui donnait. Alors, les deux amants imposèrent silence à leurs sentiments et durent se tenir dans les bornes prescrites par le devoir et les convenances. Mais bientôt, on annonça à Monsieur de Wimpfen. En le voyant entrer, les deux amis se lancèrent un regard et comprirent, sans se parler, les nouvelles difficultés de la situation. Il était impossible de mettre Monsieur de Wimpfen dans le secret de ce drame, et Louisa n'avait pas de raison valable à donner à son mari en lui demandant à rester chez son amie. Lorsque Madame de Wimpfen mit son châle, Julie se leva comme pour aider Louisa à l'attacher et dit à voix basse : « J'aurai du courage. S'il est venu publiquement chez moi, que puis-je craindre? Mais sans toi, dans le premier moment, en le voyant si changé, je serais tombée à ses pieds. » « Eh bien, Arthur, vous ne m'avez pas obéi, » dit Madame d'Aiglemont d'une voix tremblante en revenant prendre sa place sur une causeuse où Lord Grenville n'osa venir s'asseoir. « Je n'ai pu résister plus longtemps au plaisir d'entendre votre voix, d'être auprès de vous. C'était une folie, un délire. Je ne suis plus maître de moi. Je me suis bien consultée, je suis trop faible. Je dois mourir. Mais mourir sans vous avoir vu, sans avoir écouté le frémissement de votre robe, sans avoir recueilli vos pleurs. Quelle mort. » Il voulut s'éloigner de Julie, mais son brusque mouvement fit tomber un pistolet de sa poche. La marquise regarda cette arme d'un œil qui n'exprimait plus ni passion, ni pensée. Lord Grenville ramassa le pistolet et parut violemment contrarié d'un accident qui pouvait passer pour une spéculation d'amoureux. « Arthur, » demanda Julie. « Madame, » répondit-il en baissant les yeux. « J'étais venu plein de désespoir, je voulais... » Il s'arrêta. « Vous vouliez vous tuer chez moi ?» s'écria-t-elle. « Non, pas seul, » dit-il d'une voix douce. « Et quoi, mon mari peut-être ?»« Non, non, » s'écria-t-il d'une voix étouffée. « Mais rassurez-vous, » reprit-il, « mon fatal projet s'est évanoui. Lorsque je suis entrée, quand je vous ai vu, alors je me suis senti le courage de me taire, de mourir seule. » Julie se leva, se jeta dans les bras d'Arthur, qui, malgré les sanglots de sa maîtresse, distingua deux paroles pleines de passion. « Connaître le bonheur et mourir, » dit-elle. Eh bien oui. Toute l'histoire de Julie était dans ce cri profond. Cri de nature et d'amour auquel les femmes sans religion succombent. Arthur la saisit et la porta sur le canapé par un mouvement empreint de toute la violence que donne un bonheur inespéré. Mais tout à coup, la marquise s'arracha des bras de son amant, lui jeta le regard fixe d'une femme au désespoir, le prit par la main, saisit un flambeau, l'entraîna dans sa chambre à coucher. Puis, parvenue au lit où dormait Hélène, elle repoussa doucement les rideaux et découvrit son enfant en mettant une main devant la bougie, afin que la clarté n'offensât pas les paupières transparentes et à peine fermées de la petite fille. Hélène avait les bras ouverts et souriait en dormant. Julie montra par un regard son enfant à Lord Grenville. Ce regard disait tout. Un mari
nous pouvons l'abandonner, même quand il nous aime. Un homme est un être fort. Il a des consolations. Nous pouvons mépriser les lois du monde, mais un enfant sans mère. Toutes ses pensées et mille autres, plus attendrissantes encore, étaient dans ce regard. Nous pouvons l'emporter, dit l'Anglais en murmurant. Je l'aimerais bien. Maman, dit Hélène en s'éveillant. À ce mot, Julie fondit en larmes. Lord Grenville s'assit et resta les bras croisés, muet et sombre. Maman, cette jolie, cette naïve interpellation réveilla tant de sentiments nobles et tant d'irrésistibles sympathies que l'amour fut un moment écrasé sous la voix puissante de la maternité. Julie ne fut plus femme, elle fut mère. Lord Grenville ne résista pas longtemps. Les larmes de Julie le gagnèrent. En ce moment, une porte ouverte, avec violence, fit un grand bruit. Et ces mots, « Madame d'Aiglemont, es-tu par ici ?» retentirent comme un éclat de tonnerre au cœur des deux amants. Le marquis était revenu. Avant que Julie eût pu retrouver son sang-froid, le général se dirigeait de sa chambre dans celle de sa femme. Ces deux pièces étaient contiguës. Heureusement, Julie fit un signe à Lord de Grenville, qui alla se jeter dans un cabinet de toilette dont la porte fut vivement fermée par la marquise. « Eh bien, ma femme, lui dit Victor, me voici. La chasse n'a pas lieu. Je vais me coucher. Bonsoir, lui dit-elle. Je vais en faire autant. Ainsi, laissez-moi me déshabiller. Vous êtes bien revêche ce soir. Je vous obéis, madame la marquise. Le général rentra dans sa chambre. Julie l'accompagna pour fermer la porte de communication et s'élança pour délivrer Lord de Grenville. Elle retrouva toute sa présence d'esprit et pensa que la visite de son ancien docteur était fort naturelle. Elle pouvait l'avoir laissé au salon pour venir coucher sa fille et aller lui dire de s'y rendre sans bruit. Mais quand elle ouvrit la porte du cabinet, elle jeta un cri perçant. Les doigts de Lord Grenville avaient été pris et écrasés dans la rainure. « Eh bien, qu'as-tu donc ?» lui demanda son mari. « Rien, rien, » répondit-elle. « Je viens de me piquer le doigt avec une épingle. » La porte de communication se rouvrit tout à coup. La marquise crut que son mari venait par intérêt pour elle et maudit cette sollicitude où le cœur n'était pour rien. Elle eut à peine le temps de fermer le cabinet de toilette et Lord Grenville n'avait pas encore pu dégager sa main. Le général reparut en effet, mais la marquise se trompait. Il était amené par une inquiétude personnelle. « Peux-tu me prêter un foulard ? Ce drôle de Charles me laisse sans un seul mouchoir de tête. Dans les premiers jours de notre mariage, tu te mêlais de mes affaires avec des soins si minutieux que tu m'en ennuyais. Ah, le mois de miel n'a pas beaucoup duré pour moi, ni pour mes cravates. Ainsi, je suis livrée aux bras séculiers de ces gens-là qui se moquent tous de moi. Tenez, voilà un foulard. Vous n'êtes pas entré dans le salon ? Non ? Vous y auriez peut-être encore rencontré Lord Grenville. Il est à Paris ? Apparemment. Oh, j'y vais, ce bon docteur. Mais il doit être parti, s'écria Julie. Le marquis était en ce moment au milieu de la chambre de sa femme et se coiffait avec le foulard en se regardant avec complaisance dans la glace. « Je ne sais pas où sont nos gens, dit-il. J'ai sonné Charles déjà 3 fois. Il n'est pas venu. Vous êtes donc sans votre femme de chambre ? Sonnez-la, je voudrais avoir cette nuit une couverture de plus à mon lit. Pauline est sortie, répondit sèchement la marquise. À minuit, dit le général. Je lui ai permis d'aller à l'opéra. Cela est singulier, reprit le mari tout en se déshabillant. J'ai cru la voir en montant l'escalier. Elle est alors sans doute rentrée, dit Julie en affectant d'impatience.
Puis, pour n'éveiller aucun soupçon chez son mari, la marquise tira le cordon de la sonnette, mais faiblement. Les événements de cette nuit n'ont pas été tous parfaitement connus, mais tous durent être aussi simples, aussi horribles que le sont les incidents vulgaires et domestiques qui précèdent. Le lendemain, la marquise d'Aiglemont se mit au lit pour plusieurs jours. « Qu'est-il donc arrivé de si extraordinaire chez toi pour que tout le monde parle de ta femme ?» demanda M. de Ronquerolles à M. d'Aiglemont, quelques jours après cette nuit de catastrophe. « Crois-moi. »« Reste, garçon, » dit d'Aiglemont. « Le feu a pris au rideau du lit où couchait Hélène. Ma femme a eu un tel saisissement que la voilà malade pour 1 an, dit le médecin. Vous épousez une jolie femme, elle enlaidit. Vous épousez une jeune fille pleine de santé, elle devient malingre. Vous la croyez passionnée, elle est froide. Ou bien, froide en apparence, elle est réellement si passionnée qu'elle vous tue ou vous déshonore. Tantôt la créature la plus douce est quinteuse, et jamais les quinteuses ne deviennent douces. Tantôt l'enfant que vous avez eu niaise et faible déploie contre vous une volonté de fer, un esprit de démon. Je suis lasse du mariage. Ou de ta femme. Cela serait difficile. À propos, veux-tu venir à Saint-Thomas d'Aquin avec moi, voir l'enterrement de Lord Grenville? Singulier passe-temps. Mais, reprit Ronquerolles, sait-on décidément la cause de sa mort? Son valet de chambre prétend qu'il est resté pendant toute la nuit sur l'appui extérieur d'une fenêtre pour sauver l'honneur de sa maîtresse. Et il a fait diablement froid ces jours-ci. Ce dévouement serait très estimable chez nous autres, vieux routiers, mais Lord Grenville est jeune et anglais. Ces Anglais veulent toujours se singulariser. Bah, répondit d'Aiglemont, ces traits d'héroïsme dépendent de la femme qui les inspire, et ce n'est certes pas pour la mienne que ce pauvre Arthur est mort. Chapitre 2. Souffrances inconnues. Entre la petite rivière du Loing et de la Seine s'étend une vaste plaine bordée par la forêt de Fontainebleau, par les villes de Moret, de Nemours et de Montereau. Cet aride pays n'offre à la vue que de rares monticules. Parfois, au milieu des champs, quelques carrés de bois qui servent de retraite au gibier, mais partout, ces lignes sans fin, grises ou jaunâtres, particulières aux horizons de la Sologne, de la Beauce ou du Berry, au milieu de cette plaine, entre Moret et Montereau, le voyageur aperçoit un vieux château nommé Saint-Lange, dont les abords ne manquent ni de grandeur, ni de majesté. Cette magnifique avenue dorme de fossés, de longs murs d'enceintes, des jardins immenses, et les vastes constructions seigneuriales qui, pour être bâties, voulaient les profits de la maltote. Ceux des fermes générales, les concussions autorisées, ou les grandes fortunes aristocratiques, détruites aujourd'hui par le marteau du Code civil. Si l'artiste ou quelque rêveur vient à s'égarer par hasard sur les chemins à profondes ornières, ou dans les terres fortes qui défendent l'abord de ce pays, il se demande par quel caprice ce poétique château fut jeté dans cette savane de blé, dans ce désert de craie, de marne et de sable où la gaieté meurt, où la tristesse naît infailliblement, où l'âme est incessamment fatiguée par une solitude sans voix, par un horizon monotone. Beauté négative mais favorable aux souffrances qui ne veulent pas de consolation. Une jeune femme, célèbre à Paris par sa grâce, par sa figure, par son esprit, et dont la position sociale, dont la fortune était en harmonie avec sa haute célébrité, vint au grand étonnement du petit village situé à 1 mille environ de Saint-Lange, s'y établir vers la fin de l'année 1820. Les fermiers et les paysans n'avaient point vu de maître au château depuis un temps immémorial. Quoique d'un produit considérable, la terre était abandonnée aux soins d'un régisseur et gardée par d'anciens serviteurs, aussi le voyage de Madame la Marquise causa-t-il une sorte d'émoi dans le pays. Plusieurs personnes étaient groupées au bout du village, dans la cour d'une méchante auberge, sise à l'embranchement
des routes de Nemours et de Moret pour voir passer une calèche qui allait assez lentement, car la marquise était venue de Paris avec ses chevaux. Sur le devant de la voiture, la femme de chambre tenait une petite fille plus songeuse que rieuse. La mère gisait au fond, comme un moribond envoyé par les médecins à la campagne. La physionomie abattue de cette jeune femme délicate contenta fort peu les politiques du village, auxquels son arrivée à Saint-Lange avait fait concevoir l'espérance d'un mouvement quelconque dans la commune. Certes, toute espèce de mouvement était visiblement antipathique à cette femme endolorie. La plus forte tête du village de Saint-Lange déclara le soir au cabaret, dans la chambre où buvaient les notables, que d'après la tristesse empreinte sur les traits de Madame la Marquise, elle devait être ruinée. En l'absence de Monsieur le Marquis, que les journaux désignaient comme devant accompagner le duc d'Angoulême en Espagne, elle allait économiser à Saint-Lange les sommes nécessaires à l'acquittement des différences dues par suite de fausses spéculations faites à la bourse. Le marquis était un des plus gros joueurs. Peut-être la terre serait-elle vendue par petits lots. Il y aurait alors de bons coups à faire. Chacun devait songer à compter ses écus, les tirer de leur cachette, énumérer ses ressources, afin d'avoir sa part dans l'abbati de Saint-Lange. Cet avenir parut si beau que chaque notable, impatient de savoir s'il était fondé, pensa au moyen d'apprendre la vérité par des gens du château, mais aucun d'eux ne put donner de lumière sur la catastrophe qui amenait leur maîtresse. Au commencement de l'hiver, dans son vieux château de Saint-Lange, tandis qu'elle possédait d'autres terres renommées par la gaieté des aspects et par la beauté des jardins. Monsieur le maire vint pour présenter ses hommages à madame. Mais il ne fut pas reçu. Après le maire, le régisseur se présenta sans plus de succès. Madame la marquise ne sortait de sa chambre que pour la laisser arranger et demeurait pendant ce temps dans un petit salon voisin où elle dînait. Si l'on peut appeler dîner se mettre à une table, y regarder les mets avec dégoût et en prendre précisément la dose nécessaire pour ne pas mourir de faim. Puis elle revenait aussitôt à la bergère antique, où dès le matin, elle s'asseyait dans l'embrasure de la seule fenêtre qui éclairât sa chambre. Elle ne voyait sa fille que pendant le peu d'instants employés par son triste repas. Et encore, paraissait-elle la souffrir avec peine. Ne fallait-il pas des douleurs inouïes pour faire taire chez une jeune femme le sentiment maternel? Aucun de ces gens n'avait accès auprès d'elle. Sa femme de chambre était la seule personne dont les services lui plaisaient. Elle exigea un silence absolu dans le château. Sa fille dut aller jouer loin d'elle. Il lui était si difficile de supporter le moindre bruit que toute voix humaine, même celle de son enfant, l'affectait désagréablement. Les gens du pays s'occupèrent beaucoup de ses singularités, puis quand toutes les suppositions possibles furent faites, ni les petites villes environnantes, ni les paysans ne songèrent plus à cette femme malade. Et c'est là-dessus que nous allons arrêter cette lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Et voilà, je vous souhaite une très bonne nuit ou une très bonne journée et à bientôt.